Les femmes qui agissent pour promouvoir ou pour protéger les droits de l'homme, ou toute personne qui défend les droits des femmes ou qui travaille pour l'égalité des sexes, collectivement connues sous le nom de femmes défenseurs des droits de l'homme, sont fréquemment la cible de harcèlement et de violence et courent des risques dans plusieurs pays. Pour ce numéro, nous allons voyager ensemble avec les femmes défenseurs des droits de l'homme dans leur lutte. On se capte. Immense est notre satisfaction de vous savoir nombreux à être au rendez-vous pour ce nouvel épisode d'Afibia Talk, une émission faite par les jeunes et pour les jeunes. La jeunesse est l'âge de l'engagement au service de son pays et plusieurs jeunes Togolais l'ont compris. Pour ce nouveau numéro d'Afibia Talk, nous parlons des jeunes femmes défenseurs des droits de l'homme, leur engagement et leurs défis de chaque jour. Pour cela, nous allons découvrir ensemble deux jeunes dames qui sont engagées dans cette lutte. Je dirais par la force des choses, c'est-à-dire que après ce que j'ai vécu personnellement, après ce que je sais que des amis ont vécu, il n'y avait pas pour moi d'autre solution que de devenir activiste. C'est également le fait d'être confrontée à certaines informations qui ont fait de moi l'activiste que je suis aujourd'hui. Pour moi, je me vois pas en fait ne pas être activiste, donc ça coule de source. Je pense que j'ai été d'une part toujours activiste parce que je me suis toujours révoltée sur le traitement qu'on m'accordait juste parce que j'étais une fille. Par exemple, j'avais eu le BEPC avec une très bonne moyenne, une meilleure moyenne même que mon grand frère. Mais quand j'ai voulu faire la série D comme lui, mon père m'a dit non, que c'est mieux que j'aille en A4 parce que la D, c'est pas fait pour les filles. Et d'autres petits traitements aussi, on n'aimait pas que je cours trop, que je monte dans les arbres, que je fasse des activités physiques parce qu'on dit ce n'est pas pour les filles. Et contrairement, je n'aimais pas trop la cuisine, je n'aimais pas passer mon temps à la cuisine, mais on exigeait à ce que je le fasse. Et c'est bien plus tard que j'ai pu mettre les bons sur ces différents traitements-là et pourquoi ça me révoltait. C'est bien plus tard que j'ai compris que c'est lié à la valeur qu'on accorde à la femme et à l'homme dans la société. C'est par rapport à la valeur pour moi, parce que par exemple, si une femme dit qu'elle n'aime pas la lessive, la majorité des personnes seront choquées. Oui. Alors que si un homme dit qu'il n'aime pas la lessive, on va dire bon, pas de problème, de toute manière, quand tu seras mariée, ta femme va le faire pour toi. En fait, ces deux différents traitements par rapport au sexe d'une personne montrent que dans la société, nous avons appris et nous apprenons aux gens à donner différentes valeurs, différentes considérations aux gens par rapport au sexe avec lequel ils sont nés. Alors que c'est par un grand hasard qu'on choisit. Bon, c'est pas un grand hasard en fait qu'un sexe nous est attribué à la naissance. Et je trouve que c'est injuste que ça détermine en fait les opportunités ou les ressources que la société nous donne pour nous réaliser. Et je pense que c'est pour ça que je suis devenue activiste. Alors, l'objectif final, en fait, c'est de participer au changement de mentalité. Et ce qui me motive très souvent, c'est j'ai des motivations personnelles et des motivations altruistes, si je peux le dire ainsi. Motivation personnelle dans le sens où je ne veux plus vivre dans un monde où persiste l'inégalité, où persistent les injustices, de se taire et de vivre en fait comme si de rien n'était. Je ne pense pas non plus que j'aimerais léguer un monde aussi plein d'injustices à ma fille, à mon fils, et dans lesquels on développe des comportements plus ou moins agressifs et tout. Et donc, c'est tout ça qui me motive parce que même quand je suis fatiguée de mon combat ou bien même quand je rencontre beaucoup de difficultés dans mon combat, je me dis, ne serait-ce que pour la génération à venir, il faut que je puisse tout faire, mettre en place, participer, par quel moyen que ce soit, pour l'atteinte du changement de mentalité que je recherche. Comme je le disais plus tôt, je trouve absurde que le sexe avec lequel tu nais détermine en fait
ta valeur, détermine les ressources qu'on t'accorde, détermine les opportunités auxquelles tu as droit, détermine les contraintes auxquelles tu fais face dans ta vie de tous les jours. Et donc, j'aimerais apporter de ma pierre pour que chaque homme et chaque femme, surtout, puisse réaliser son plein potentiel sans être contraint à subir son sexe. Alors, en tant qu'activiste, ma lutte, premièrement, je l'avais dit un peu plus tôt, est centrée sur le changement de mentalité. Parce que pour moi, je pense que tous les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est parce que des personnes ont des systèmes de pensée qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, qui ont accès à des informations qui sont peut-être fausses ou qui dépendent d'un temps où nous avons évolué. Et donc, pour ce genre de truc, c'est déjà passé par moi-même mon éducation. Ça, c'est la première des choses. Pour moi, dans mon action, la première chose, c'est de m'éduquer, de m'informer, de pouvoir partager la bonne information en créant du contenu intellectuel. Pour la seconde action concrète dont je peux parler, c'est dans le monde professionnel. Je suis spécialiste genre, j'interviens sur les questions de genre. Ça veut dire que j'ai d'une certaine manière accès à des espaces où je peux faire véhiculer la bonne information sur ce qui est autour de mon activisme, autour de ma fonction, autour de tous les points sur lesquels je me positionne. Et la troisième la troisième action dont je peux parler, c'est le groupe de parole pour les survivantes anonymes qui est dirigé vers les survivants et les survivantes de violences basées sur le genre, ainsi que l'accompagnement que nous leur offrons dans le processus de dénonciation et d'obtention de justice auprès des autorités. Le premier défi, je pense que c'est l'incompréhension de la communauté. Parce qu'on pense qu'être défenseur des droits des femmes ou être activiste, c'est être hype en fait. C'est la nouvelle mode du moment et que tout le monde veut le faire. Et plusieurs personnes ne comprennent pas en fait le bien fondé de la lutte, pensant que c'est une lutte de hommes contre femmes ou de femmes contre hommes, mais négligent le côté où il s'agit des droits fondamentaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit « Tout homme naît égaux en droit et en dignité ». Mais nous remarquons que dans la réalité, ce n'est pas le cas. Et il y a certains d'entre nous qui ne sont pas d'accord avec cette manière de faire les choses et qui veulent tout faire pour changer de paradigme. Mais malheureusement, les communautés, ce n'est pas toutes les communautés qui comprennent et qui accueillent en fait ce genre de changement parce que ça questionne leur mentalité, ça questionne ce qu'ils ont appris depuis tout petit, ça questionne les valeurs qu'on leur a transmises de génération en génération. Et donc, automatiquement, ils ont un blocage quand on leur dit, voilà, cette manière de faire les choses n'est pas forcément bonne ou enfreint la liberté de telle personne. Et donc, je pense que la plus grande difficulté des activistes, c'est de ne pas être compris par la communauté dans laquelle ils agissent. Alors, les principaux défis à part le harcèlement, ça devrait être les micro-agressions également. Ça devrait être le fait que certaines personnes ne nous écoutent pas, toujours à cause des normes et croyances sociales. Ou lorsqu'on prend la parole, nous sommes moins écoutés que quand les hommes prennent la parole, parce qu'il arrive très souvent que je dise la même chose qu'un confrère, mais que quand moi je le dis, en fait, c'est mal perçu. Et quand mon confrère reprend la même chose que j'ai dit, probablement formulée autrement, c'est plus accepté. Alors que je viens de dire la même chose et personne n'accepte ce que je dis. Et ça, c'est l'un des défis majeurs à part le harcèlement. Le harcèlement, c'est qu'on prenne vraiment en considération ce que nous disons. À l'extérieur surtout, ou sur le net, ou le fait que l'on pense par exemple que toutes nos interventions sont biaisées. Pour le premier, toujours la discussion. Parce que quand on parle du fait de changer de paradigme ou de changer le statu quo d'une chose, il faut beaucoup de discussions. C'est vrai, on dit les activistes font beaucoup de conférences et tout ça. Et c'est vrai, ce n'est pas toutes les conférences qui contribuent à faire changer les choses, mais la plupart, oui.
il faut qu'on discute, il faut qu'on échange nos idées, il faut qu'on confronte nos idées pour pouvoir expliquer pourquoi est-ce qu'on pense tel et pourquoi est-ce qu'il serait mieux de faire tel en fait. Donc c'est à travers des discussions, à travers des débats, à travers des échanges, que ce soit entre amis, entre collègues, entre familles ou devant une salle pleine de personnes. C'est des discussions en fait qui vont pouvoir faire avancer la cause et qui vont pouvoir faire que plus de personnes vont comprendre et adhérer à cette cause-là. Alors la première chose pour moi, ce serait la sororité. Avoir confiance ou du moins se référer à d'autres activistes comme moi. Avoir un groupe de personnes qui pensent comme soi et vers qui aller pour parler de ces difficultés-là et surtout ne pas se sentir seul. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est de faire des breaks. Moi, très souvent, j'en parle, de faire des breaks, de protéger sa santé mentale. C'est vraiment important. Je dirais oui, peut-être. Peut-être parce qu'il y a quelques organisations qui essaient de créer des cadres d'échange et d'apprentissage pour les activistes, qui essaient de regrouper les activistes. On pourrait citer l'exemple de la CDFDH, on pourrait citer l'exemple des négresses féministes qui créent un cadre de partage et de soutien entre les féministes et d'autres cadres en fait. Donc il y a quelques organisations qui essaient de faire de leur maximum pour, je ne vais pas dire faciliter la tâche aux activistes, mais leur donner une sorte de soutien moral et émotionnel, que ce soit en les regroupant entre activistes ou en regroupant les seniors et les juniors, etc. Et ce qu'il faudrait probablement faire en plus, c'est prendre des actes, des actions, surtout par des textes légiférés, légaux, qui permettent d'assurer la protection de ces activistes-là, de nous activistes, tout en prenant en compte la dimension genre. Et pour l'amélioration du cadre de vie des jeunes femmes défenseurs des droits de l'homme, il faut dire que les femmes défenseurs des droits de l'homme ou les femmes et les jeunes femmes activistes ont un peu plus de difficultés à évoluer dans la lutte parce que leur activité est reliée de manière sine qua non à leurs conditions de femmes. Et déjà qu'en tant que femme, on subit des micro-agressions, on subit des agressions, on subit des violences basées sur le genre. En tant que femme activiste, ça a tendance, dans certains cas, à monter d'un cran. Parce que tu es forcément quelqu'un qui défie les codes. Donc si on prend en fait cette situation pour pouvoir aider à l'améliorer, c'est de commencer par créer des cadres et des mécanismes pour pouvoir dénoncer ces agressions-là, pour pouvoir suivre jusqu'au bout les cas de harcèlement en ligne, les cas de violence perpétrées envers les femmes en général, mais envers les femmes défenseurs des droits des hommes en particulier. Et de créer des cadres de discussion entre ces personnes-là, parce que c'est très important. Alors la première chose dont je parlerai, c'est les cadres légaux. Je l'avais dit un peu plus tôt, c'est de créer un cadre légal qui prend en compte réellement les besoins spécifiques des femmes défenseurs des droits humains. Parce que comme je l'ai dit, oui, tout défenseur de droits humains sera affecté d'une manière ou d'une autre, va rencontrer des défis sur sa route. Mais les cadres sont là pour nous aider. Mais il faudra également prendre en compte en fait les défis spécifiques à notre position de femme. Parce que qu'on le veuille ou non, on est sujette à certains défis que les hommes défenseurs de droits humains ne vivront pratiquement pas ou très peu. Et donc il faut que les textes ou tous les outils qui sont mis en place pour assurer notre protection prennent compte de cela. Il faudrait également qu'à un moment donné, nous arrêtions de normaliser le fait que c'est aux défenseurs de droits humains qui doivent faire plus attention, qui doivent se protéger, alors que ce sont ceux qui sont en infraction qui doivent avoir plus peur, qui doivent se poser des questions plutôt que nous, défenseurs de droits humains. Alors, le message principal va tourner autour de l'information. Pour moi, l'information, c'est le pouvoir.
être informé, c'est avoir de la connaissance, c'est être éduqué, c'est augmenter sa capacité à réfléchir au-delà de ce que nous vivons. Et donc, on ne peut pas s'engager dans la lutte que nous faisons aujourd'hui sans chercher à s'informer, à grandir intellectuellement, à grandir culturellement. Et quand je parle de l'information, ça passe par la lecture, par la discussion avec d'autres personnes qui sont déjà des défenseurs de droits humains. Ça passe également par la recherche, c'est-à-dire que je m'intéresse à une lutte, je dois faire de la recherche dessus. Il s'agit également de pouvoir discuter avec des personnes qui sont déjà dans les domaines et en faire des mentors. Donc moi, j'exhorte vraiment beaucoup, lisez, recherchez, allez vers l'information parce que oui, on parle de l'information, elle est là. Quand on la cherche, on la trouve. Un conseil, c'est faites avec les moyens que vous avez. Mais ça commence déjà par dénoncer. Quand vous êtes témoin d'une agression, quand vous êtes témoin d'un mauvais traitement, juste parce que la personne est née avec un geste particulier, que ce soit à un garçon qu'on traite de faible parce qu'il a pleuré ou parce qu'il a choisi une option qui, entre guillemets, est réservée pour les filles, ou que ce soit une fille qu'on traite négativement ou une fille qu'on gronde parce qu'elle a voulu faire quelque chose qui est normalement réservé aux garçons. Prenez la parole et dénoncez. Dites que vous n'êtes pas d'accord. Montrez votre désaccord. Parce que ce que nous oublions, c'est que toute personne qui se tait est complice de la situation. Et ça commence par dénoncer. Si vous ne vous sentez pas capable dans la situation de dénoncer, sinon vous serez vous-même la prochaine victime, vous pouvez dénoncer un peu plus tard. Vous pouvez quand même remonter l'information. Si vous êtes témoin d'une agression sexuelle à l'école, si vous êtes témoin d'un professeur qui fait des avances sexuelles inappropriées à un de ses élèves, garçon ou fille, désolé, n'hésitez pas à dénoncer, que ce soit au directeur, que ce soit à des organisations que vous connaissez, que ce soit à un adulte et tout ça. Mais au pire des cas, on va rejeter peut-être la faute sur vous, mais ne vous taisez pas quand vous êtes face à une injustice. Et je pense que c'est la meilleure manière dont nous tous nous pouvons nous engager sur la situation. Dénoncer ce qui n'est pas bien fait, dénoncer ce qui n'est pas juste. Nous voici à destination de ce beau voyage avec les femmes défenseurs des droits de l'homme. Jeunes femmes et jeunes hommes, cette lutte, c'est à nous tous. Alors, n'hésitons pas d'apporter notre pierre à l'édifice. Ça a été un moment très riche en partage comme en information. J'espère que vous avez adoré. Alors, n'hésitez pas de liker, de commenter et surtout de partager. C'était avec Dionou Christine. On se dit à la prochaine.